leçon d'aujourd'hui pourrait s'intituler, si vous voulez, James Joyce au 7e siècle. C'est qu'en effet le latiniste classique, qui serait en quête d'étrangeté linguistique, ce latiniste classique donc n'en trouvera pas de plus bizarre et de plus monstrueuse, peut-être, à son regard de puriste, que dans les textes produits par l'Europe barbare des 6e, 7e et 8e siècles. Aujourd'hui, donc, nous allons franchir quelques décennies et quelques centaines de kilomètres pour nous trouver en présence d'une littérature encore plus singulière, celle que les moines irlandais, grammairiens et poètes, ont composée vers le milieu du 7e siècle. Et c'est de telles œuvres que je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors, leur titre, Hisperica Famina, est à lui seul tout un programme. Hisperica, c'est un adjectif de lieu, fondé sur le terme poétique et non classique de Hisperia, H-I-S-P-E-R-I-A, Hisperia qui désigne l'Irlande, autrement dit la terre du couchant. Hisperia est à rapprocher étymologiquement de Vesper, Vesper le soir. Quant à famina, c'est le nominatif pluriel neutre, d'un mot également très rare et qui n'apparaît que fort tard en latin, le mot famen, qui est formé sur la racine du verbe fari, qui signifie parler. Et donc, en somme, les Hisperica famina, on pourrait traduire ça par les dits du pays du soir, ou encore les parlures extrêmes occidentales. Ces textes se présentent sous forme de poèmes, mais de poèmes à la versification tellement particulière que nul n'est vraiment parvenu à en découvrir la clé, si tant est que cette clé existe. Et c'est des textes qui décrivent les éléments primordiaux du paysage irlandais, le ciel, l'océan, la prairie, le feu, le vent, ou encore les instruments de l'écriture, les livres, les tablettes à écrire, ou encore des activités quotidiennes, la prière et le combat. Et ils le font dans une langue qui est relativement simple du point de vue de la syntaxe. Les phrases sont dans l'ensemble bâties sur le modèle sujet, verbe, complément. Mais au contraire, une langue qui est prodigieusement déroutante du point de vue du lexique, du point de vue du vocabulaire. Nulle part dans toute la littérature latine, vous ne trouverez une telle densité dans l'accumulation de mots rares, d'origine étrangère, celte, grecque ou hébraïque, voire de néologismes. D'ailleurs, il suffit pour s'en rendre compte de jeter très rapidement un coup d'œil sur les premiers vers du poème Sur la mer, c'est un poème sur la mer que vous avez sous les yeux, et des mots comme Amphitris licumen au vers 381, Tornum 382, Agnosus 384, Aolona 385, Bombosus glarias 386, Flustrum 389, Titicus stillicidia au vers suivant 390, Castrea glaucicomus competa 391, on pourrait continuer jusqu'au bout du texte. Eh bien, tous ces mots que je viens d'énumérer sont presque tous ce que l'on appelle des apax, c'est-à-dire des mots qui n'ont jamais été utilisés nulle part ailleurs, qu'on ne trouve une seule apax, c'est mauvais, qui veut dire une seule fois, qu'on ne trouve donc dans aucun autre texte. L'effet incantatoire est garanti, et si on prononçait le poème à haute voix, on croirait entendre, je pense, le sifflement du vent, les galets roulés par le ressac, les paquets d'écume giflant la falaise. Je donnerai un essai de traduction au moins du début du texte tout à l'heure. Alors, ce n'est pas dire que les Irlandais ont une réputation d'excentriques et de beaux parleurs, et en lisant un texte comme celui-là, on ne peut pas manquer de le rapprocher de l'œuvre sans doute la plus hermétique d'un autre génial irlandais, les Finnegan's Wake de James Joyce. Œuvre fondée, comme vous le savez sans doute, elle aussi, sur la création verbale débridée et sur le choc des sonorités. D'ailleurs, pas moi qui invente ce rapprochement quelque peu anachronique, nombreux sont les critiques qui ont développé ailleurs un tel parallèle.
Mais sans perdre de vue la beauté farouche des Hisperica Famina, à laquelle je crois que notre siècle amateur de baroque ne peut pas ne pas être sensible, il faut aussi, pour les comprendre, les replacer dans leur contexte historique, ce que je vais bien platement m'employer à faire maintenant. Alors Grégoire de Tours, vous vous en souvenez, était originaire de ce qu'on appelle la Gaule lyonnaise, c'est-à-dire une des provinces romaines les plus anciennement romanisées. L'Irlande, quant à elle, n'a jamais appartenu à l'Empire et n'a même jamais ou pratiquement jamais reçu la visite du moindre méditerranéen, sinon peut-être quelques rares explorateurs un peu égarés. Située à l'extrême frange du monde connu, au bord de cet océan qui passe pour entourer l'ensemble des terres et au-delà duquel il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Elle a même été épargnée par les envahisseurs germaniques, angles et saxons, qui, au 5e siècle, ont déferlé sur l'autre grande île britannique et l'ont complètement ravagée d'ailleurs. En Irlande, la civilisation celtique, qui s'y est implantée peut-être dès la fin de l'âge du bronze, au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, est une civilisation pastorale et clanique, peut-être au fond une civilisation pas très différente, au climat près naturellement, à celle que décrivent les poèmes homériques. Après tout, les invasions doriennes, les invasions celtiques sont à peu près contemporaines. Simplement, l'histoire n'a pas beaucoup évolué en Irlande, alors qu'en Grèce, elle évoluait plus vite. Et c'est en outre, et c'est important, ça, une civilisation qui ignore l'écriture. Les toutes premières inscriptions originaires d'Irlande, en caractères qu'on appelle des caractères ogamiques, c'est une écriture tout à fait particulière, l'écriture sacrée de ces régions, donc le caractère ogamique. Les premières inscriptions datent des 5e, 6e siècles après Jésus-Christ. Donc une civilisation sans écriture, mais où la poésie orale, fondée sur une métrique compliquée et sur des jeux de sonorités, auxquels prête bien la langue gaélique, semble avoir joui d'un grand prestige. Alors, avec l'arrivée des premiers et intrépides missionnaires chrétiens, au début du 5e siècle, là, il faut évoquer le nom de Saint Patrick, qui est le premier chrétien à avoir mis les pieds en Irlande dans les années 420, et qui est resté, vous le savez, le grand personnage de l'île. Patrick n'était pas un Romain, mais c'était un Celte de Grande-Bretagne. Donc, à l'arrivée de ces missionnaires, Patrick et ses disciples, les choses vont changer sans changer complètement. La société reste complètement rurale. Le pouvoir politique est émietté en une multitude de royaumes, dont les rois, entre guillemets, sont en fait des chefs de clans familiaux, dont la principale distraction est le vol des troupeaux du voisin. Et un des grands textes, n'est-ce pas, de la vieille littérature irlandaise, un texte magnifique d'ailleurs, du point de vue de la grande épopée irlandaise, s'intitule « La razzia des vaches de Cooley », Cooley, C2O-L-E-Y. Il a été publié il n'y a pas très longtemps en traduction dans cette collection de Gallimard, L'Aube des peuples, dont je vous parlais la semaine dernière. J'aurais pu d'ailleurs vous l'apporter, je n'y ai pas pensé. Donc la société ne se modifie pas radicalement, mais ce qui va disparaître en revanche, c'est la religion druidique au profit de la religion chrétienne, et la religion chrétienne qui est une religion, vous le savez, du livre et de l'écriture. Le christianisme, face à des structures sociales assez faibles, n'a, semble-t-il, pas trop de difficultés à s'imposer, mais l'organisation de l'Église d'Irlande va tenir compte de la situation locale et donc revêtir des formes tout à fait différentes de celles des églises continentales ou même anglaises. Pas comme il n'y a pas de ville, ni d'administration, l'évêque ne joue pas du tout le rôle central que nous lui avons vu jouer dans les régions de tradition romaine. En revanche, le véritable centre de diffusion de la foi et de la culture en Irlande, ce sera le monastère. Et on voit fleurir assez tôt un réseau de monastères très autonome par rapport à l'autorité pontificale de Rome, qui est très très lointaine, et qui obéit à une règle originale, une règle différente donc de la règle de Saint-Benoît, qui se pratique dès lors en Europe continentale, et qui est une règle extrêmement sévère, extrêmement austère, édictée par Saint Patrick sur le modèle de vieilles règles orientales. Donc la figure importante et typique du monde irlandais pendant le Haut Moyen-Âge, c'est le moine.
Or, et j'anticipe un peu sur des choses que je redirai sans doute plus tard dans le semestre, les moines irlandais vont jouer, comme vous le savez peut-être, un rôle assez inattendu, mais tout à fait décisif dans l'histoire de la culture européenne entre, disons, le 6e et le 9e siècle. Qu'est-ce qui se passe en effet? Les structures scolaires, aussi bien en Grande-Bretagne que dans l'Europe continentale, ont été complètement désorganisées, et même parfois, c'est le cas en Angleterre, complètement détruites par les invasions germaniques. L'inculture de Grégoire de Tours, qui est pourtant un des meilleurs esprits de son temps, en porte, je crois, le témoignage manifeste. L'Irlande, elle, je l'ai dit, du fait de sa situation périphérique, est en dehors de ces mouvements violents de l'histoire. Les moines, protégés à l'intérieur de leur monastère, ont tout loisir pour s'adonner à l'étude du latin et à la lecture de la Bible. Et par ailleurs, les Irlandais sont d'infatigables voyageurs, si bien que c'est d'Irlande que va venir, à partir de la fin du 6e, début du 7e siècle, la grande entreprise de, je ne sais pas comment dire, reculturation, réacculturation de l'Europe, puisque ce qui se passe donc, c'est que ces moines irlandais, en particulier un personnage qui s'appelle Saint Colomban, vont traverser la mer, alors d'abord la mer d'Irlande en direction de la Grande-Bretagne, et puis ensuite la mer du Nord jusqu'aux bouches du Rhin, le Rhin qu'ils remontent progressivement, pour semer, si vous voulez, leur chemin, comme le petit poussait ses cailloux, de monastères. Et il y a de très grands monastères irlandais qui sont les grands foyers de culture de l'époque des siècles barbares. Par exemple, le monastère de Luxeuil, dans les Vosges, le monastère de Bobbio, en Italie du Nord, qui est une des plus belles bibliothèques de la chrétienté. C'est lui qui a un petit peu servi de modèle à Umberto Eco quand il a écrit son roman Le nom de la rose, que vous connaissez sans doute. Ou encore, plus proche de nous, et que vous connaissez bien, le monastère de Saint-Gall, n'est-ce pas, qui est une fondation d'origine irlandaise. Alors, ces moines, en allant évangéliser ou réévangéliser les populations, emportent dans leur bagage leurs livres, les livres qui ont été préservés chez eux. Et petit à petit, la culture latine et chrétienne va se rediffuser par leur entremise. Bon, il y a d'autres canaux, on les verra plus tard, de rediffusion de cette culture, mais le canal irlandais est tout à fait important. Il y a donc là un mouvement de reconquête intellectuelle par des voies détournées qui est, je crois, un épisode tout à fait étonnant de l'histoire du latin médiéval. Et même encore beaucoup plus tard, à l'époque qu'on appelle de la Renaissance carolingienne, à la cour de l'empereur Charles le Chauve, vers le milieu du IXe siècle, Charles le Chauve qui est un monarque très cultivé, on en reparlera, eh bien, à cette époque-là, les grands savants, les meilleurs poètes viennent d'Irlande. Mais nous n'en sommes pas là, on y reviendra. Retournons aux Hisperica Famina. Alors, le problème qui s'est posé aux missionnaires qui débarquaient en Irlande au début du 5e siècle, des gens comme Saint Patrick, c'était d'abord, bien entendu, celui de la transmission du message, un problème constant des chrétiens. On en a parlé à propos de Saint Augustin en particulier. Or, ils abordent sur une terre qui n'a jamais été, si superficiellement que ce fût, romanisée. Alors sans doute ces monastères, comme Saint-Patrick, qui sont eux-mêmes d'origine celte, arrivent à se faire comprendre au niveau de l'expression orale, de la prédication. Mais le christianisme étant, comme chacun sait, une religion de l'écrit, la parole sacrée a été dictée par Dieu lui-même, eh bien, il est impératif d'amener les fidèles à entrer en contact avec cette parole et donc à faire cet effort nécessaire de pédagogie, d'apprentissage du latin. Alors, on aurait pu peut-être imaginer que quelques linguistes s'emploient à traduire la Bible et les écrits des pères dans la langue vulgaire, dans la langue vernaculaire, donc le vieux gaélique en l'occurrence, comme ça se passe à la même époque en Orient, dans des régions comme l'Arménie ou la Géorgie. Mais en Occident, il n'en est jamais allé ainsi, tout simplement parce que les langues vulgaires, les langues barbares, donc le celtique, le germanique, le berbère en Afrique du Nord, ne sont pas des langues écrites. Et vous savez qu'inventer une langue écrite, une scripta, c'est une opération évidemment extrêmement complexe, beaucoup plus complexe que la simple transcription terme à terme des phonèmes.
Donc, l'éducation religieuse en Irlande, comme dans les autres régions d'Occident, va se faire en latin et rien qu'en latin. Mais avec cette caractéristique qui, pour le coup, est tout à fait spécifique, que les utilisateurs de cet idiome sacré n'ont pas, au départ, en Irlande, la moindre teinture de n'en ont pas la moindre teinture au départ, à la différence de ce qui se passe dans les régions touchées par la conquête romaine. Dans les monastères irlandais, l'apprentissage du latin sera donc purement scolaire et sa connaissance purement livresque. Ajoutons à cela que cet apprentissage, que cette connaissance sont très précisément finalisées. Il s'agit non pas de former des juristes, des fonctionnaires ou des marchands, mais des moines capables de célébrer et de suivre l'office liturgique et de déchiffrer la Bible et les pères. Alors cette double postulation, à savoir, premièrement, la nécessité d'une formation à partir de rien, ex nihilo. Deuxièmement, l'orientation de cette étude en vue de fins exclusivement religieuses. Cette double postulation va expliquer que l'on n'apprend pas tout à fait le latin en Irlande de la même façon que dans les autres parties du monde civilisé. Ailleurs, je crois avoir eu l'occasion de le dire, la base de l'éducation à la lecture et à la parole était la pratique et l'analyse commentée des grands écrivains classiques, comme Cicéron ou comme Virgile. Mais l'œuvre de ces païens n'intéresse pas beaucoup les Irlandais, qui ont encore une fois une conception très, très rigoriste de la religion. En revanche, les textes dont ils ont besoin, ceux qu'ils importent du continent, qu'ils copient inlassablement, qu'ils étudient avec soin, ce sont des grammaires et des dictionnaires. Une démarche assez naturelle d'ailleurs quand on est dans une situation de complète altérité linguistique, me semble-t-il. Or, qu'est-ce que c'est dans l'Antiquité qu'une grammaire? Eh bien, c'est un catalogue d'exceptions, la règle implicite étant supposée connue. Qu'est-ce que c'est dans l'Antiquité qu'un dictionnaire ou qu'un lexique? C'est pour l'essentiel une liste de mots rares et inusuels. Alors, vous commencez peut-être à voir où, après ce long détour historico-culturel, je veux en venir. Le latin si particulier des Irlandais, et ce qu'on appelle encore aujourd'hui d'ailleurs le latin hispérique, eh bien, ce latin si particulier, il s'explique par les formes de l'apprentissage de la langue, formes résultant elles-mêmes des conditions très spécifiques de la diffusion du savoir linguistique. Si on essaye de faire quelques parallèles, les Gaulois ou les Bretons, sans doute à la maison parlent-ils leur langue maternelle, mais ils ont rencontré des soldats, des fonctionnaires ou des marchands romains, et ils sont obligés au minimum de bredouiller quelques mots de latin, ne serait-ce que pour accomplir les démarches administratives indispensables ou au moment du service militaire. À la différence de cela, les Irlandais n'ont aucune conscience auditive, sensorielle de la langue latine, et notamment au niveau du vocabulaire. Le locuteur ou l'écrivain continental a l'oreille suffisamment formée à la musique du latin pour employer spontanément, sans même y réfléchir, le mot propre et correct. Pour l'Irlandais, en revanche, tous les mots sont également étrangers. Entre plusieurs synonymes, il choisira au hasard et généralement le mot le plus compliqué, le plus sonore, jugé peut-être plus expressif. D'où leur tendance à l'hypercorrection un peu bizarre, qu'on retrouve d'ailleurs de nos jours chez quiconque a appris une langue de façon purement livresque et en disant des lexiques de mots rares. Je note au passage, mais c'est une simple parenthèse, à titre d'information, que le latin d'Irlande, comme toute langue seconde, coupée de ses racines, va rester une langue très conservatrice du point de vue phonétique. En plein Xe siècle, les Italiens continueront de parler oralement le latin, comme au temps de Saint Patrick au début du Ve siècle, alors que sur le continent, une évolution phonétique tout à fait considérable s'est produite. Je ne prends pas d'exemple, ça nous étonnerait. Enfin, pensez par exemple, toujours pour prendre des analogies qui valent ce qu'elles valent, ce qu'il en est aujourd'hui de l'accent des Canadiens français qui parlent le français comme on le parlait en Normandie au XVIIe siècle, du point de vue de la prononciation. Mais bon, je ferme cette parenthèse, peut-être plus tard l'occasion d'y revenir sur la phonétique. Donc, emploi tout à fait
spectaculaire de mots rares, et cette tendance à l'obscurité, elle est sans doute encore accrue par deux facteurs. Le premier facteur tient à la nature des genres littéraires pratiqués par les Irlandais. À l'origine, au 5e, 6e siècle, les Irlandais qui écriront en latin écriront essentiellement de la poésie religieuse, des hymnes. On a conservé de très belles hymnes, très beaux, c'est plutôt au féminin pluriel dans ce sens-là, de Colomban en particulier à la fin du VIe siècle. Or, la solennité, même l'aura de sacré de ces poèmes dédiés à Dieu lui-même, implique sans doute l'emploi d'un vocabulaire particulièrement recherché et raffiné, qui accroît encore leur charge de mystère sacré, si vous voulez. L'hymne la plus célèbre de Colomban, c'est une hymne dédiée à Dieu, qui commence par les mots Altus prosator. Alors, prosator, c'est pas du tout un prosateur. En fait, Altus prosator, ça veut dire très haut créateur. Prosator, c'est pas du tout un prosateur, mais c'est quelqu'un qui a été le premier sator, à semer les germes de la création. Mais vous ne trouverez jamais dans aucun autre texte latin prosator au sens de créateur. Deuxième facteur qui accentue la tendance à l'obscurité, c'est probablement, c'est un peu une hypothèse de ma part parce qu'on n'a pas conservé de textes celtiques très, très anciens, c'est probablement l'influence formelle de la poésie celtique qui, comme je l'ai dit, obéit à des règles de versification compliquées, fondées sur les allitérations et sur les assonances. D'où la nécessité de trouver en latin aussi, ou de forger même des mots qui répondent adéquatement à ces critères phoniques. Et ces jeux allitératifs, fondés sur l'harmonique des sons, il semble qu'ils apparaissent assez clairement dans le texte. Vous voyez par exemple le vers 387 avec les allitérations en S, hein, Astriferos spargit spumas sulco, et vous pourrez trouver d'autres exemples dans le texte. Alors il est temps d'en revenir à ce texte. La latinité hispérique, elle se manifeste non seulement sur le territoire irlandais lui-même, mais aussi dans la Grande-Bretagne, Grande-Bretagne qui a été ravagée par les Angles et les Saxons, et qui a été rechristianisée, notamment le sud et l'ouest du pays, par les moines irlandais. Alors, il est probable que le texte même, intitulé Hisperica Famina, vient non pas d'Irlande même, mais d'un de ces monastères d'obédience irlandaise de l'ouest de la Grande-Bretagne. Et ils sont un témoignage, après une période très sombre, d'une timide renaissance de la culture sur la grande île. J'essaye maintenant de traduire en commentant le début de ce passage. C'est une entreprise difficile. Il n'en existe hélas pas de traduction française, mais vous avez un savant américain qui a eu le courage d'éditer ces textes difficiles, de les traduire en langue anglaise et de les commenter très abondamment. Il y a trois pages de commentaires par page de texte. C'est Michael Heron, H-E-2-R-E-N, et son édition, que vous trouverez à la salle Thibaudet, a été publiée à Toronto en 1974. C'est de cette édition que j'extrais le passage dont j'essaye maintenant de vous fournir, enfin au moins pour le début, je n'ai pas le temps de tout traduire, un embryon de traduction. À propos de l'onde immense de l'océan, j'entreprends de forger un cercle de paroles. Alors déjà, sur cette première phrase, il y a toute une série de mots rares. Amphitridis, donc c'est le génitif d'Amphitris, Amphitris qui désigne Amphitrite, la femme de Neptune, le dieu de la mer, et c'est une métonymie pour désigner l'océan. Hein. Amphitrite, c'est l'océan. Alors, licuminé, ça c'est un mot que vous ne trouverez dans aucun dictionnaire classique, c'est la racine de liquide, hein, liquidus, liquor, et c'est un de ses dérivés en men, licumen, comme les Irlandais les adorent. Famen, voyez plus bas, vers 399, discurrimina, qui est aussi un mot évidemment non classique, ou encore au vers 401, je crois que c'est 401, le mot pullulaminé. Au vers suivant, loquelosum, alors les composés en osus, c'est l'adjectif assez sonore avec un O long, sont également affectionnés des Irlandais. Loquelosum, c'est un peu moins rare que l'icumen, mais on ne le trouve pas très souvent quand même. Vous trouverez au vers 401 marginosas, au vers 418 erumnosos, qui sont des raretés lexicales.
ou encore, toujours au vers 382, le mot tornum. Alors c'est pas du latin, ça c'est un mot grec, c'est la transcription, c'est un hellénisme, c'est la transcription du grec tornos, qui signifie le tour, le cercle, enfin j'y reviendrai. Vous avez beaucoup de mots grecs dans ce texte, aolonas, au vers 385, sens un petit peu incertain, Aphroniosa, écumeux, au vers 400, Thermopylas, au vers 408, c'est les détroits probablement, Thalassicum, au vers 415, adjectif dérivé de thalassa, la mer, ou encore Panthès, au vers 423, qui est la transcription pure et simple du mot grec qui signifie tous. Donc quelques remarques. Déjà, vous voyez que sur les deux premières lignes, il y a quelques remarques de vocabulaire à faire. Je continue un petit peu plus vite sur la suite, suivez comme vous le pouvez. La mer écumeuse, Spumans pelagus, la mer écumeuse encercle les rives de l'univers, bat les franges du monde de son antique flux, jette le poids de ses vagues contre les calanques rocheuses, roule les galets au fond de l'abysse sonore, lance son écume jusqu'aux routes stellaires. Alors là aussi, on peut rapidement signaler au vers 384 Agnosis pour Annosis, qui aurait été le mot classique. Aolonas ou Aolonia, c'est un mot grec de sens un petit peu incertain, c'est les anfractuosités, semble-t-il. Bombozo, lui, est un mot un petit peu plus classique, mais enfin, vous noterez quand même les effets expressifs, les effets sonores, c'est pour désigner un bruit tonitruant, bombozo. Glarias, les galets, est un mot tout à fait rare. Astrifère, un mot composé, comme on en aime bien dans cette poésie. Vous trouvez un peu plus loin, vers 391, Glaucicomus, à la chevelure bleu-gris, ou un peu plus loin, 413, Undisono, sonore, à l'onde résonante, à l'onde sonore. Je continue encore un petit peu, si vous voulez, donc à partir du vers 388, c'est ça. Souvent, elle est, alors c'est toujours la mer, elle est ébranlée par les bourrasques sonores, flabris n'est pas non plus un mot très fréquent, et le vent du sud flagelle les ondes bavardes. Les gouttes, c'est-à-dire les embruns, style liquidia, de Thétis, Thétis c'est une divinité marine, donc c'est encore une métonymie pour désigner la mer, les gouttes de Thétis humectent la voûte céleste, et l'océan à la chevelure gris-bleu fustige les étendues sableuses. Alors là, on a un mot tout à fait bizarre. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a une petite croix qui indique que l'éditeur est incertain. C'est le mot calastrea, qu'on ne sait pas trop comment interpréter. Ça pourrait être un mot d'origine celtique pour désigner la plage. Calastrea, c'est 391. Parfois, je continue encore un petit peu, parfois Thétis maintient, enfin c'est compaginate, alors c'est un mot qui en latin classique est très concret, très expressif, littéralement compaginate ça veut dire échafaude si vous voulez. Alors ici il y a l'emploi d'un mot compliqué pour une idée tout à fait simple et plate en fait, donc par volonté d'employer des mots rares. Thétis maintient un calme pacifique et n'exhale pas les soupirs effroyables du grondement tempétueux, mais les vagues babillardes languissent d'une douceur caressante. Tranquillo fomento. Le flot neptunien, encore un adjectif de qualité, la fluctus neptunius, le flot neptunien littéralement met en branle un rite jumeau, un rite à double face, c'est simplement pour dire que c'est pour désigner la régularité de la marée qui tantôt monte, tantôt descend. Il pousse en avant de toutes ses forces la marée écumeuse, spumaticam, écumeuse, beaucoup de mots en icus, comme ça, dans l'adjectif composé en icus dans tout le texte. Beaucoup de mots aussi techniques pour désigner la marée. Ici, vous avez adcisa, mais un peu plus loin, vous avez d'autres mots comme Mallina, comme Dodrans, des mots assez rares. Donc, le flot neptunien pousse en avant de toute sa force la marée écumeuse et en resserre le reflux en son antique sein, prisco, littéralement, refluam requesam, il plicate le reflux qui revient en arrière, prisco utero, dans son sein antique, etc. Le vieil océan, on pense à l'Autrème. Voilà, bon, je continue pas, enfin tout le reste est, si j'ose dire, de la même eau. C'est évidemment beaucoup plus beau en latin qu'en traduction. Il faudrait le génie de James Joyce et non pas celui de Michael Heron ou le mien
pour rendre adéquatement justice, en langue moderne, à la somptueuse sauvagerie d'un tel poème. Cela dit, une fois que les remarques lexicales de détail ont permis, grosso modo, d'en débroussailler le sens littéral, on n'a pas expliqué grand-chose. Quel était l'usage, quelle était la fonction de ce genre de texte? Certains critiques, naguère, prenant en compte l'hermétisme de cette langue sacrale, et d'autre part le fait que ces textes évoquent principalement les forces primordiales de la nature, ont imaginé qu'ils s'employaient à transmettre sous forme voilée les vieux enseignements druidiques. C'est tant est qu'on sache quelque chose naturellement de la religion celtique. La réalité est beaucoup plus terre-à-terre et je regrette d'avoir probablement à vous décevoir, compte tenu du fait que le début des Hisperica Famina, donc, avant le texte que j'ai reproduit, donc que le début de ce texte est l'exposé assez pédant des 12 défauts de prononciation ou de style qui offensent le génie de la langue latine, compte tenu de l'origine monastique de ces textes et des techniques de l'enseignement du latin en milieu irlandais, tel que je les évoquais tout à l'heure, nous sommes en présence de purs et simples exercices de grammaire. Michael Heron l'a démontré d'une façon que je crois décisive. Donc il ne faut pas voir là l'expression du frisson sacré de l'individu face à l'insondable océan, mais une liste de mots de vocabulaire sur un sujet donné, arrangés rythmiquement de façon à être plus facile à mémoriser. Le cadre de tels exercices, ce n'est pas l'univers de Victor Hugo, de Lautréamont ou celui de Saint John Perse, c'est celui de l'instituteur de quartier. De cet intérêt des Irlandais pour la grammaire latine et des formes bizarres qu'il revêt, cet intérêt, nous avons d'ailleurs un autre témoin, un personnage énigmatique qui se fait appeler Virgilius Maro, comme l'auteur de l'Énéide. C'est un pseudonyme, évidemment. On sait maintenant que cet individu, difficile à dater et à localiser précisément, peut être aquitain d'origine. On sait qu'il a, malgré ses origines qui tiennent à la romanité classique, exercé son activité en Irlande vers l'époque plus ou moins des Famina. Dans l'autobiographie loufoque dont il nous gratifie, il nous apprend qu'il a étudié à Rome sous la férule d'un certain Énée, comme par hasard. Cet Énée qui aurait été lui-même élève de Donat, alors attention, ne pas confondre, il y a un Donat qui est un personnage très connu, qui est un grammairien du IVe siècle, le maître de Saint Jérôme, et ce sera le grammairien le plus lu au Moyen-Âge. Non, le Donat, qui est le maître du maître de Virgile, le grammairien, est un personnage qui serait originaire de l'antique Troie, donc avant la destruction par les Grecs, et qui aurait vécu 1000 ans. Les enseignements grammaticaux de Virgile sont de la même veine. Il nous apprend qu'il y a 4 genres, et non pas 3, qu'il y a 50 verbes qui n'ont pas de singulier, qu'il y a 12 façons de dire, par exemple, le mot « feu » en latin. On peut dire « ignis », bien sûr, mais c'est bête et banal. Il vaut mieux dire « ardon »,« calax » ou encore « quoquihahin », c'est des choses comme ça. Et par ailleurs, le même auteur se prévaut d'autorité comme des personnages qu'il nomme Balapsidus, Bientius, Fascica, Don, etc., etc., des personnages qui sont tout entiers sortis de son imagination. Alors, si l'on refuse de considérer Virgile le grammairien comme un fou, une hypothèse qui néanmoins me paraît plausible, son œuvre est bien difficile à interpréter car le fin mot de la plaisanterie nous échappe. Mais peut-être, et c'est l'interprétation qu'on tente à en donner aujourd'hui, doit-on y discerner une intention parodique. Virgile, enfin, ou le pseudo-Virgile, abreuvé aux sources de la latinité, il est peut-être né à Toulouse, mais on n'est pas sûr, se serait moqué ainsi des délires grammaticaux de ses collègues irlandais, avec d'ailleurs pas mal d'esprit. L'œuvre de Virgile le grammairien, qui s'appelle Épitomée, c'est-à-dire résumé, a été édité en 1979 par Giovanni Pollara de Naples, et je crois traduite en italien d'ailleurs par le même Pollara. Et puis il y a une grosse thèse française alors plus ancienne sur l'œuvre de Virgile, qu'on appelait alors Virgile de Toulouse, on sait maintenant que l'origine toulousaine est douteuse, mais possible, d'un certain Daniel Tardy. En 1928, il a paru une
thèse sur l'œuvre de ce bizarre Virgile le Grammairien, que j'interprète, donc que je vais interpréter comme quelqu'un qui en rajoute encore dans la bizarrerie pour se moquer des exercices grammaticaux style Hisperica Famina. Mais le persiflage quelque peu surréaliste de Virgile le Grammairien, si c'est bien de ça qu'il s'agit, m'incite à penser que l'interprétation des Hisperica Famina par des raisons exclusivement pédagogiques et utilitaires est peut-être un peu réductrice et peut-être un peu à courte vue. Soit, on en est d'accord, il s'agit d'enseigner du vocabulaire aux enfants. Mais le choix des sujets, cette espèce de profusion, de débauche dans l'emphase verbale et dans l'invention lexicale, font que je n'arrive pas vraiment à penser que l'on se situe là dans la perspective du simple béaba. Il y a certainement diverses façons d'apprendre la grammaire aux enfants, mais celle-ci n'est sans doute pas la moins originale. Alors, le philologue très sérieux qu'est Heeren a sûrement raison sur le fond. Cependant, il est à craindre que la difficulté de son travail philologique, car c'est pas rien, croyez-moi, d'éditer et de commenter les Hisperica Famina. Il rapporte au tout début de son édition une petite anecdote en disant que quand il a fait part de son intention à l'un de ses maîtres, ce dernier lui a répondu si on me donnait à choisir entre le fait d'être enfermé dans un asile de fous jusqu'à la fin de mes jours ou d'éditer et de traduire les Hisperica Famina, je crois que j'hésiterais entre les deux choses. Et effectivement, c'est une entreprise, on peut saluer le courage de Heeren de l'avoir affronté. Enfin, quoi qu'il en soit, il est à craindre donc, que la difficulté de ce travail ne l'ait amené à en perdre un peu de vue la dimension esthétique, car il y a sans doute de l'utilité pratique dans ces textes, mais il y a aussi de la beauté. Et pas n'importe quelle beauté. Cette esthétique du surplus, du grandiloquent, du compliqué, pour ne pas dire de l'emberlificoté, du brillant, pour ne pas dire du clinquant, elle est absolument caractéristique de l'art irlandais de l'époque, et je vous renvoie ici aux manuscrits enluminés ou aux pièces d'orfèvrerie que les îles britanniques produisent à l'époque des Hisperica Famina, des ouvrages d'histoire de l'art sur la période du Haut Moyen-Âge. Je vous en donnerai certainement de belles reproductions et vous en avez peut-être dans l'imagination. À une époque d'ailleurs, les artistes continentaux sont bien loin de manifester la même imagination, la même virtuosité, la même maîtrise. Quitte à extrapoler de façon un petit peu rude, je dirais que le génie de l'Irlande, ça a peut-être toujours été d'introduire en littérature ce grain de folie, n'est-ce pas, ce rire tonitruant qui lui font bien souvent défaut. Et songez ici à Jonathan Swift, songez à Laurence Sterne, songez à John Milton Synge, ou encore une fois à Joyce. En tout cas, c'est un peu ainsi que j'ai envie de lire les Hisperica Famina et leur double ironique, le traité de Virgile le Grammairien. Alors, si c'est le cas, quel est le sujet des Hisperica Famina? Je dirais volontiers, et je pense que Michael Heeren pourrait sur ce point être d'accord avec moi, que ce qu'il nous raconte, ces Famina, c'est la conquête d'une langue. Au vers 382, le passage que vous avez sous les yeux, l'auteur désigne son poème par la métaphore tornum loquelosum. Alors, tornus, donc ici à l'accusatif tornum, tornus, c'est le mot grec tornos. Le mot grec tornos, qui désigne le tour du potier ou du sculpteur sur bois. Alors ici, cet instrument artisanal, le tornos, il n'est pas fait d'une matière concrète, mais il est fait de paroles, un tornum loquelosum. Et c'est au moyen de ce tour fabriqué avec des mots qu'il s'agit de façonner la réalité, l'océan, le ciel, le feu, et de leur donner en somme une forme. Il ne me semble pas indifférent que la fin du poème, la fin des Hisperica Famina, donc d'après le passage que vous avez, la fin du poème ou presque, hein, c'est le passage qui se situe avant le passage consacré à la prière, ne me paraît pas indifférent que la fin des Famina soit dédiée par l'écrivain à la description des humbles auxiliaires de son travail d'écriture. Et on a, toujours dans le même style un peu emphatique, la description de ce qu'il appelle tabernacle, qui est en fait le petit étui de cuir où l'on range le livre après usage. Ou encore description de la tabula, la tablette de cire qui sert de brouillon.
Dans le fait de prendre ce genre d'objet pour thème de sa poésie, je vois l'indice d'une attitude réflexive de l'auteur par rapport à sa propre entreprise. Le livre décrit met en abîme, comme on dit, le livre écrit. Et au fond, ce que nous racontent les Hisperica Famina, ce n'est pas l'océan, mais l'histoire de quelqu'un qui s'arrache au barbarisme et à la barbarie pour mettre en mots l'océan. Ouvrage pédagogique sans doute, mais aussi épopée de la langue et de l'écriture. Et je prononçais tout à l'heure le nom de Saint John Perse, peut-être sans me rendre compte encore tout à fait à quel point l'allusion était pertinente, parce qu'en fait, vous savez, le vrai sujet d'œuvre comme Anabase, comme Vent ou comme Amer de Saint John Perse, c'est avec le même genre de moyens linguistiques d'ailleurs, fondés sur le foisonnement lexical. Le sujet de ces textes de Saint John Perse, vous savez, c'est l'invention du poème. Voilà, alors quelle est cette langue à la conquête de laquelle s'élance notre grammairien? Eh bien là, je conclus par là, en reprenant une suggestion de Franz Brunholtz dans son histoire de la littérature latine du Moyen-Âge. Est-ce que, suggère Brunholtz, Hisperica Famina, la parole occidentale au fond, Famina, la parole, l'Hisperica occidentale, la parole occidentale au fond, est-ce que ce n'est pas tout simplement le latin ?